Donc les objectifs du développement durable ont été élaborés par les Nations Unies. Ils sont au nombre de 17 et derrière ces 17 objectifs se trouvent 169 cibles à atteindre. Alors, quels sont vraiment les objectifs majeurs qu'on essaye d'atteindre derrière ces objectifs d'ici à 2030? Il s'agit d'éradiquer la faim dans le monde, de protéger notre planète et d'assurer la paix et la prospérité. Alors, il y a 3 grandes caractéristiques de ces objectifs. Ils sont universels, interconnectés et ils poussent à une certaine transformation. Alors, si je les reprends un à un, des objectifs qui sont universels, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tous les pays, tous les secteurs, toutes les organisations, y compris, du coup, le monde économique et les entreprises. Ils sont interconnectés. Il est nécessaire de poursuivre l'atteinte collective de ces 17 objectifs et on ne peut pas comme ça décider de cibler uniquement un objectif en laissant tomber les autres puisqu'il y a des liens entre eux, on risque du coup de favoriser une dimension et de créer des problèmes dans une autre dimension. Et enfin, il pousse à la transformation de nos modèles économiques, à la transformation de nos modèles d'organisation. En tout cas, il est clair que l'on doit transformer nos modes de production et de consommation pour atteindre ces objectifs. Encore une fois, dans ce cadre-là, on voit le rôle que peuvent jouer nos entreprises et le monde économique. L'intérêt de l'entreprise est d'exister, de croître et de se développer, tout en assurant la satisfaction de ses fondateurs, en assurant la satisfaction de ses fournisseurs dont les créances sont payées, la satisfaction de ses clients qui obtiennent le produit et le service qui répondent à leurs besoins et attentes, mais aussi la satisfaction de ses travailleurs qui sont payés à la fin du mois, de ses dirigeants qui bénéficient d'un revenu mensuel qui leur convient, mais aussi de la communauté civile et politique dont la prospérité augmente. Donc vous voyez que dans ma conception de l'intérêt de l'entreprise, le lien avec les parties prenantes est très fort. Donc l'intérêt d'une entreprise est pour moi tout à fait cohérent avec l'intérêt de ses parties prenantes. Il s'agit de travailler en harmonie, il s'agit de travailler en équilibre entre les intérêts des différentes parties que j'ai citées ici. Alors je me permettrai de faire le lien avec les travaux du professeur Philippe de Waut sur la finalité d'une entreprise, où contrairement à ce qui était parfois enseigné dans nos écoles de gestion, qui disait que la finalité d'une entreprise est essentiellement de maximiser le profit pour les actionnaires sous contrainte de la loi, Philippe de Waut avait une vision de la finalité de l'entreprise qui était plus d'atteindre du progrès et d'être dans cette approche de progrès, qu'il soit économique, social, technologique ou environnemental, dans une perspective durable et responsable. Et je pense que cette finalité de l'entreprise, elle remet au cœur de l'entreprise le fait de sa survie à long terme, de sa pérennité. Et donc, la mesure de l'intérêt de l'entreprise ne peut pas se faire par des mesures à court terme, par un profit mesuré chaque 3 mois par exemple, mais davantage dans des perspectives de beaucoup plus long terme, en lien avec l'impact que l'entreprise a sur ses parties prenantes. Les parties prenantes d'une entreprise sont tous les acteurs ou groupes d'acteurs qui influencent l'entreprise ou qui sont influencés par elle. Donc on voit que techniquement, cela regroupe énormément d'acteurs de différents types. On pense bien entendu aux actionnaires, aux employés, aux travailleurs, mais également aux syndicats qui les représentent, on pense aux clients, aux fournisseurs, à l'environnement naturel, à l'État, au gouvernement, mais également aux générations futures. Alors, il est important pour une entreprise dans sa prise de décision de hiérarchiser ses parties prenantes, de considérer quelles sont les parties prenantes les plus importantes dans ma décision. Alors, en général, on fait un simple tri entre les parties prenantes qui ont un lien direct avec les activités commerciales de l'entreprise versus celles qui ne l'ont pas. Mais je pense que un autre modèle est plus pertinent, c'est celui qui permet de distinguer les parties prenantes selon leur légitimité, leur pouvoir et l'urgence de leur demande. Sur la légitimité, par exemple, imaginons qu'une usine ferme et que 300 employés ou travailleurs se trouvent licenciés. Leur demande d'être écoutés, d'être entendus dans leurs difficultés est certainement beaucoup plus légitime que celle de la chambre de commerce qui va considérer qu'elle perd une ressource intéressante sur son territoire. Donc la légitimité, c'est le côté désirable, le côté approprié de la demande par rapport au système de normes et de valeurs dans lequel on vit.
Par ailleurs, le pouvoir, c'est la capacité d'influence de la partie prenante sur les actions de l'entreprise. Un actionnaire, un groupe d'actionnaires en particulier, a plus de pouvoir sur l'entreprise que les générations futures, qui sont d'ailleurs difficilement représentées dans les prises de décision des entreprises. Par ailleurs, vous avez l'urgence de la demande. Aujourd'hui, les marches du climat, par exemple, font monter dans tous les agendas de tous les types d'acteurs le climat comme étant un enjeu clé parce que par ces marches, ces acteurs qui au départ n'ont pas de pouvoir font valoir vraiment un besoin qu'ils estiment urgent. Donc l'intérêt de distinguer les parties prenantes selon ces trois dimensions, c'est de pouvoir se dire que si une partie prenante cumule ces trois dimensions, elle est puissante, elle est légitime et en outre elle a une demande urgente, elle aura forcément plus de poids sur la prise de décision de l'entreprise et dans l'entreprise on devra donc prendre en compte les attentes et demandes de ces parties prenantes. L'intérêt également de cette conceptualisation des parties prenantes selon leur légitimité, leur pouvoir et l'urgence de leurs décisions, c'est qu'on ne va pas placer toujours un actionnaire, par exemple, comme étant une partie prenante importante. Cela va dépendre des circonstances. Par exemple, est-on dans une période prospère ou dans une période de difficulté financière? Et ça va dépendre des décisions à prendre et de qui est réellement impacté par ces décisions. Et donc, d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, dans l'organisation, selon la décision qui est à prendre, on va inviter des parties prenantes différentes autour de la table. Donc les parties prenantes dans les organes de gouvernance, je pense qu'on peut l'imaginer de différentes manières. Mais je pense qu'avant tout, ça repose sur des principes clairs de fonctionnement qui doivent être basés vraiment sur le dialogue, l'ouverture et bien sûr la transparence, donner de l'information qui soit utile et pertinente aux parties prenantes pour pouvoir évaluer les pratiques des entreprises et se positionner par rapport à elles. Donc c'est important de se mettre dans cette position de prendre en compte les intérêts des parties prenantes par les principes qui guident la prise de décision dans les organes. Par ailleurs, il faut prévoir également des mécanismes de règlement des conflits d'intérêts entre l'entreprise et les parties prenantes et cela passe notamment par du dialogue, encore une fois, de la discussion, éventuellement la convocation de représentants des parties prenantes pour avoir une discussion ouverte avec eux, voire une concertation, une collaboration pour travailler ensemble à une décision qui soit de meilleure qualité pour tous. Je pense qu'un exemple qui pourrait être pris également, c'est dans la nomination des administrateurs indépendants. On pourrait considérer que dans les critères de décision entre plusieurs administrateurs indépendants, on pourrait prendre en compte leur expertise par rapport aux attentes de certaines parties prenantes. Par exemple, nous pourrions recruter des personnes qui ont une expertise particulière sur les objectifs du développement durable et qui vont pouvoir faire percoler du coup dans la prise de décision ces objectifs et leurs liens avec la pratique de l'entreprise. Alors, en management, énormément d'études ont essayé de montrer qu'être socialement responsable permettait d'augmenter la performance financière de l'entreprise. Et les résultats sont assez variés parce que je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Cela dépend des secteurs, du type d'action que l'on met en place. Mais ce qui est certain, c'est que sur base de ces recherches, on peut affirmer que ces actions vis-à-vis de la société, elles ont un impact sur les relations de l'entreprise avec ses parties prenantes. Elles améliorent les relations avec les clients, elles améliorent les relations avec le personnel, elles améliorent les relations avec les organismes de protection de l'environnement, par exemple. Et tout ça ne peut être que bénéfique à long terme, à la survie, à la pérennité et au développement des activités de l'entreprise. Ça, je pense que c'est une affirmation qui est maintes fois validée. Une entreprise aujourd'hui ne peut pas se limiter à satisfaire un seul des acteurs considérés comme clés jusque-là. Il est indispensable de prendre en compte les points de vue de différentes parties prenantes dans une perspective bien entendu de long terme qui va permettre aussi à l'entreprise d'identifier des opportunités de marché et de se réinventer. On ne peut pas continuer à vendre le même produit éternellement. Aujourd'hui, on voit que l'impact des produits sur l'environnement est tel qu'il est nécessaire de réfléchir à des produits de nouvelle génération ou à convertir les produits en services pour qu'ils aient moins d'impact sur les ressources.
Et donc ça suppose de se réinventer, et ça se fait en collaboration avec les parties prenantes qui verront d'un très bon œil de collaborer avec des entreprises considérées comme plus responsables ou plus éthiques, bien entendu. Alors, les entreprises ne sont pas des institutions sociales, c'est bien clair. Maintenant, quand on revient sur cette intégration de la prise en compte des attentes des parties prenantes dans la prise de décision, je ne parle pas là d'une responsabilité d'un acteur social, mais bien d'un acteur économique. Et là, on peut le voir à 3 niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'il fallait considérer les attentes des parties prenantes. Donc, un premier niveau, ce serait de se dire, et finalement, je veux maximiser mon profit, mais je ne peux le faire que sous contrainte de la satisfaction de mes parties prenantes. Donc c'est une première approche qui intègre les parties prenantes, mais comme une contrainte. La deuxième approche, je pense quand même de plus en plus fréquente, c'est de considérer que les parties prenantes doivent faire partie de la prise de décision, que leurs attentes doivent être considérées au moment de prendre des décisions, et on va tenir compte de leurs préoccupations dans les décisions des entreprises. Mais ça reste une vision très stratégique des parties prenantes que l'on va écouter quand il est de l'intérêt de l'entreprise de le faire. Un troisième niveau, et ce qui amène certains à critiquer l'approche en disant qu'une entreprise n'est pas une institution sociale, c'est de considérer que certaines décisions dans l'entreprise peuvent être fondées sur des valeurs éthiques dont l'effet positif sur la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise n'est pas perceptible directement à court terme. Et je pense malgré tout qu'une entreprise peut prendre ce genre de décision. Par contre, on ne pourra jamais obliger une entreprise à prendre des décisions pour satisfaire des parties prenantes qui iraient à l'encontre de son propre intérêt, de sa survie et de sa pérennité à long terme. Donc c'est là où je mettrai la limite de l'intégration de l'éthique dans les entreprises et où du coup ça maintient l'importance d'autres acteurs, d'un contre-pouvoir face aux entreprises, comme nos États, comme nos associations de consommateurs, ou des ONG qui défendent les plus démunis, ceux qui peut-être n'ont jamais de pouvoir ou n'ont pas une légitimité ou une voix suffisante à faire entendre par les entreprises. Mais ça n'enlève pas pour moi qu'aujourd'hui des entreprises peuvent prendre des décisions parce qu'elles sont bonnes pour l'homme avec un grand H, sans pour autant avoir de retour économique immédiat et direct.